Le 1er avril 1938 paraissait dans le toujours excellent « Je suis partout », la critique de François Vineuil du film anglais « L'excentrique Ginger Ted », The Beachcomber, texte intégral. Depuis le succès de Mr. Deeds, joué par Gary Cooper, les extravagants, les excentriques ont connu une très grande fortune à Hollywood. Londres, tardivement, essaye à son tour de profiter de cette vogue et se souvient que les types insolites, par leur physique et leur humeur, ont tenu une place considérable dans la littérature anglaise. Si Ginger Ted, film anglais, n'est pas une imitation pure et simple des comédies américaines, il le doit au bon romancier Somerset Maugham, à qui l'on a emprunté une nouvelle pour confectionner le scénario. Somerset Maugham est le peintre de l'anglais colonial, de ses étranges destinées, de nordiques promenant sous les ciels torrides d'Afrique et d'Asie, leurs vertus et leurs vices, leur whisky et leur Bible. L'auteur de Pluie s'est surtout attaché aux désordres moraux qu'entraînent l'exotisme et la solitude. Nous savons surtout, grâce à lui, que l'anglais, si solidement armé qu'il soit par ses traditions, par l'immuabilité de ses mœurs, n'échappe pas plus que le colon et le soldat français au dépaysement et au coup de cafard. On se représente volontiers les Anglais impeccables, changeant 4 fois d'uniforme par jour, se mettant en frac et en robe décolletée pour dîner sous des photophores dans quelques coins perdus de l'Afrique orientale ou des Indes. Les choses, en effet, se passent souvent de cette manière, mais il y a des exceptions. Ginger Ted nous emmène dans une île paisible et éloignée de la Malaisie. 4 Européens seulement, tous anglais bon teint. L'administrateur, le pasteur, sa sœur et l'excentrique. Ce personnage fait scandale par son débraillé, son goût marqué et capricieux pour les jolis indigènes et son ivrognerie. Un spectateur français s'étonnera toujours plus ou moins de la gravité avec laquelle un auteur peut traiter ce dernier défaut de l'autre côté de la Manche. Mais c'est qu'il prend souvent chez l'anglo-saxon des proportions catastrophiques. Lorsque l'ivrogne de notre île est à point, il saccage les boutiques de marchands chinois. Il débauche les fillettes de l'école protestante. Il a des excuses sans doute. Ce clochard au chapeau de paille déchiqueté a dû connaître une destinée bien chaotée. La torpeur tropicale a certainement achevé de le dégrader. Mais le puritanisme se dresse rigide devant lui. Le pasteur et sa sœur le jugent incorrigible. Il réclame à grands cris son expulsion. L'administrateur, au contraire, s'efforce de négocier. Ce Diogène, qui ne manque pas de fantaisie, est en somme son unique compagnon. Il tremble de rester seul entre son boy et les 2 quakers que la seule vue d'un verre de bière ou d'un cigare fait reculer d'horreur. Après une bordée particulièrement bruyante du drôle, l'homme de la loi est cependant contraint de sévir. Après de laborieuses réflexions, il décide d'exiler pour 3 mois le coupable dans une île voisine. Ouvrez les guillemets, la pénitence est douce, dit Diogène. S'il vous plaît, punissez un peu plus l'affreux pécheur que je suis, fermez les guillemets. L'île est en effet un vrai petit paradis. Le condamné y coule des jours dorés, bercé dans un hamac, au milieu d'une troupe de gracieuses esclaves. C'est une des idées les plus amusantes du récit. Mais l'administrateur s'ennuie trop. Il envoie rechercher secrètement le prisonnier. Le petit vapeur qui le ramène porte aussi la quakeresse qui cumule les fonctions d'institutrice et d'infirmière et vient de soigner un fiévreux. Elle est contrainte par un léger accident à passer une nuit sur une plage tout près du cynique. Cette demoiselle, à l'austère chignon, croit sa vertu en grand danger et veille, un couteau à la main, prête à se défendre contre les entreprises du monstre. Mais le monstre, qui a bon goût, se garde bien d'entreprendre quoi que ce soit. La demoiselle lui en témoigne brusquement une vive reconnaissance. Il en demande les raisons à son ami l'administrateur. Ouvrez les guillemets, elle pense, lui répond-il, que vous l'avez respectée parce que vous l'aimez. Fermez les guillemets. Diogène est outragé par une telle supposition. Il noie sa fureur dans une cuite épouvantable. Au bout du compte, comme on le devinait depuis un moment,
la demoiselle l'apprivoisera. Une nuit dramatique dans la brousse achève de les réconcilier. L'épilogue est d'une extrême banalité conjugale. Ginger Ted pouvait être un curieux film de caractère. Il est regrettable que l'on en ait fait un film d'acteur. L'acteur est de taille, Charles Laughton, l'admirable créateur de Henri VIII, des révoltés du Bounty, mais le scénario s'est vautré à ses pieds. La vérité psychologique, la saveur et le mouvement même du récit sont constamment sacrifiés au besoin de faire briller la vedette. La vaste personnalité de Laughton devient ici encombrante. Ce virtuose devient un peu abusif. Il surcharge, il amplifie. Par excès de truculence, il devient à certains moments repoussant. Il demeure un comédien de théâtre. La discipline d'Hollywood, seule, pourrait lui apprendre le jeu plus sobre et plus simple qui convient au cinéma. Ginger Ted, enfin, est produit et mis en scène par M. Eric Pommer, ancien grand capitaine du cinéma judéo-berlinois. M. Pommer est un homme habile, d'assez large envergure. Il est passé en Angleterre. Il semble y demeurer solidement installé au milieu des ruines du marché londonien, saccagé en moins de 2 ans par la plus affreuse pègre de ses coreligionnaires. M. Pommer est un bon fabricant, mais il y a toujours une sorte de cosmopolitisme monotone dans ses ouvrages. Son nouveau film, tourné en partie sur la Côte d'Azur, est d'un exotisme très approximatif et il ne possède pas non plus un accent aussi profondément anglais que s'il avait été dirigé par un vrai Britannique.